Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire de la filière FAI2R sur les approches non médicamenteuses. Très bien, écoutez, on va démarrer parce qu'on a 1 heure et je suis sur un sujet sur lequel il va y avoir pas mal de questions parce que c'est certainement un sujet qui tient à cœur aux malades et aux patients. Donc moi, je m'appelle Yann Perriot, je suis la vice-présidente de l'Association des sclérodermiques de France. Et je vais donc animer le webinaire ce soir. Et sur les approches non médicamenteuses, nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Marc Scherlinger, qui est rhumatologue au CHU de Strasbourg, spécialiste des rhumatistes inflammatoires et des maladies auto-immunes systémiques, notamment le lupus, les myosites inflammatoires, les vascularites. Et vous êtes également médecin-chercheur au sein de l'unité de l'INSERM, en immunorhumatologie moléculaire à Strasbourg. Tout à fait, merci et bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Et notre deuxième invitée est Petra Parero. Petra Parero, vous êtes kinésithérapeute, yoga thérapeute, responsable pédagogique et responsable de la formation continue des 7 métiers de la rééducation à Paris. Et voilà, vous avez récemment écrit un article sur les effets de la yoga thérapie comparée à la kinésithérapie conventionnelle dans la spondyloarthrite axiale. Voilà. Merci. Nous sommes en plein étude. Il n'est pas encore écrit. D'accord. Pardon, pas encore écrit, mais on l'attendra. Voilà. Donc, bienvenue à vous deux et je vous passe l'écran, j'ai envie de dire. Docteur Charlinger, si vous voulez bien commencer et ouvrir ce webinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce qu'on vous propose avec Madame Parezo, c'est de vous faire un petit focus ce soir sur les thérapies non médicamenteuses et notamment sur un focus sur les pratiques psychocorporelles dans les maladies auto-immunes et les rhumatismes inflammatoires. Je sais que sur les questions du webinaire, il y a eu un certain nombre de questions sur d'autres thérapies non médicamenteuses, notamment sur l'alimentation et le microbiote. Malheureusement, on n'abordera pas ce soir. Toutefois, il y a eu un précédent webinaire sur le sujet qui est disponible en replay et je crois qu'il sera mis dans le chat un peu plus tard pour ceux que ça intéresse particulièrement. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de débuter. Moi, je ferai un topo un petit peu sur pourquoi, ces pratiques psychocorporelles pourraient être utilisées en immunorhumatologie et quel est le niveau de preuve quant à leur utilisation. Et Madame Paréjo fera un topo un petit peu plus pratique parce que c'est elle justement qui a l'expérience pratique, qui travaille au jour le jour avec les patients. Et donc, voilà, ce sera 2 topos qu'on a déjà réalisés ensemble d'ailleurs, hein, très complémentaires et j'espère que ça vous plaira. Et du coup, comme dit, on sera là, elle sera disponible après pour poser les questions. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec un petit cas clinique que j'avais présenté à l'époque à des docteurs, mais je pense qu'à des patients, c'est aussi parfaitement adapté. Euh, on parle d'une dame de 58 ans qui consulte pour l'apparition brutale d'une polyarthrite, en fait, avec le tableau clinique et la biologie qui orientent en faveur d'une polyarthrite rhumatoïde débutante. Et lors de l'interrogatoire, on se rend compte que dans la famille, il n'y a pas d'antécédents familiaux particuliers, pas de facteurs prédisposants particuliers. Toutefois, en l'interrogeant, elle rapporte qu'un mois avant l'apparition de la maladie, elle a malheureusement perdu son fils suite à un accident de la route. Et elle pense que cet événement est à l'origine de sa pathologie. Alors bon, on n'est pas dans une salle, donc on peut pas faire participer les gens directement, mais en tout cas, lorsqu'on avait fait poser cette question avec Madame Parillo à la Société française de rhumatologie, quasiment l'ensemble de la salle était déjà convaincu du lien qui peut exister entre l'apparition, un stress important, qu'il soit physique ou psychique, et l'apparition d'une maladie auto-immune, sans que bien sûr ça ne soit évidemment le seul élément, mais bien sûr.
pour étayer le petit cas clinique que je viens de vous présenter, on avait fait une étude il y a quelques années à Bordeaux, au CHU de Bordeaux. On avait étudié de manière un petit peu plus systématique, par le biais d'une étude scientifique cas témoin, le niveau de stress précédant le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde chez des patients ayant une polyarthrite rhumatoïde récente. Et on avait comparé à des contrôles qui étaient des patients qui subissaient une chirurgie non programmée, donc qui avaient normalement pas plus de stress que dans la population générale, vu que c'était une chirurgie non programmée. Et ce qu'on montrait, c'est qu'il y avait un stress cumulé dans l'année précédente, le développement du rhumatisme, et je pense que c'est adaptable à d'autres maladies auto-immunes, c'est juste que la polyarthrite rhumatoïde est beaucoup plus fréquente que les autres maladies auto-immunes rares. Euh, il y avait un stress cumulé beaucoup plus important, de l'ordre de 5 fois plus par rapport à la population générale, et donc ce qui montre bien que voilà, il existe un stress important précédant le développement d'un rhumatisme inflammatoire. Alors, il y a d'autres études qui l'ont montré, et je vais pas faire une succession d'études, mais juste pour montrer celle-là qui est dans une grande revue scientifique, le JAMA, qui montre que, en fait, dans quasiment toutes les maladies auto-immunes, j'en ai montré qu'un certain nombre ici, on retrouvait une augmentation d'incidence de maladies liées au stress au sens large, enfin, de stress au sens large, précédant le diagnostic de la maladie auto-immune. Et donc, ce que je vous ai dit pour la polyarthrite rhumatoïde juste avant, ça est similaire pour en fait un grand nombre de maladies auto-immunes. Alors, pour comprendre un petit peu le rôle du stress dans le développement, dans le développement des maladies auto-immunes et le stress dans son impact sur le système immunitaire, il faut s'intéresser au système nerveux central. Alors, le système nerveux central, c'est quelque chose qui a énormément évolué au cours de l'évolution entre des êtres vivants extrêmement simples comme la nématode sur la gauche, un petit ver qui est extrêmement étudié pour les neurosciences, par les neuroscientifiques, à des organismes plus complexes comme notamment les mammifères jusqu'à l'être humain. Donc le système nerveux central, le cerveau, l'encéphale, a énormément évolué en passant par des structures toutes petites, toutes petites de quelques centaines de neurones au cerveau complexe qu'un être humain peut avoir, qui possède un certain nombre de couches de structures de plus en plus complexes. Donc en termes évolutifs, et si on schématise un petit peu, on a ce qu'on appelle le cerveau reptilien qui est hérité, comme son nom l'indique, des reptiles, qui nous permet en fait de réagir face à une situation d'agression, de stress. Donc c'est la fuite, la peur et le plaisir. Une autre strate de système neurologique qui nous est ajoutée, c'est le système limbique qui est en lien avec la mémoire, les émotions, les apprentissages, voilà, qui participent à nos fonctions cérébrales. Et enfin, le cortex, qui est on va dire, la dernière couche qui nous a été, qui est arrivée au cours de l'évolution, qui nous donne les fonctions complexes du système nerveux central, avec notamment l'intelligence, la créativité, mais aussi des choses plus complexes comme l'empathie, etc. Alors, ce système nerveux, on peut le différencier en deux grandes parties. Le système nerveux qu'on dit somatique, qui nous permet d'interagir avec le milieu extérieur, c'est-à-dire de voir notre environnement et d'interagir avec celui-ci en ayant des mouvements, en parlant, en se mouvant, etc. Au contraire, enfin en parallèle, le système nerveux végétatif, qui lui n'est pas contrôlé de manière consciente et qui va lui permettre d'équilibrer, enfin, d'induire un équilibre de notre milieu intérieur. Et donc, il s'agit principalement des fonctions de type accélérer ou ralentir notre fonction cardiaque, notre fonction respiratoire, mais également la sudation, les larmes, la production de salive, etc. Donc, il y a un grand nombre de fonctions, bien sûr la digestion, etc. Et c'est pour ça, par exemple, hein, pour donner un exemple, que quand on est stressé, ben, on peut avoir ce qu'on appelle la boule au ventre, parce que justement, ce système nerveux végétatif, on va y revenir, contrôle notamment la motilité digestive, donc la motilité digestive. Alors,
au sein de ce système nerveux végétatif, donc qui contrôle l'ensemble de nos organes de manière inconsciente, encore une fois. On le divise en deux grandes parties, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique est plutôt un système d'alerte, donc c'est en cas d'agression, il va induire une tachycardie, donc le cœur qui bat plus vite, la respiration qui va plus vite, c'est en contexte de stress pour réagir à un stress. Au contraire, le système nerveux parasympathique, lui, va plutôt ralentir le cœur, ralentir la respiration et avoir des effets plutôt apaisants, si on veut schématiser un petit peu. Ce qui est extrêmement intéressant et un domaine d'étude assez nouveau, c'est que il y a énormément de liens entre le système nerveux et notamment le système nerveux végétatif, sympathique et parasympathique, et les cellules immunitaires et l'ensemble des organes immunitaires comme la rate, comme les ganglions. Et donc, l'activation du système nerveux peut relarguer au sein des organes immunologiques, la rate, les ganglions, des molécules qui ont un effet direct sur les cellules de l'immunité innée adaptative et donc avoir un effet sur le système immunitaire. Et donc, ceci peut expliquer pourquoi le stress peut favoriser une inflammation et le début d'une maladie auto-immune chez quelqu'un, bien sûr, qui a déjà des prédispositions à la maladie auto-immune. Et donc, si on veut schématiser un petit peu, le système nerveux sympathique, qui est la réponse au stress, la réponse à l'agression, a plutôt un rôle pro-inflammatoire, activateur sur le système immunitaire, tandis que le contrôle parasympathique, qui est plutôt en cas de relaxation, on va dire en schématisant un petit peu, a plutôt un aspect, un contrôle anti-inflammatoire sur le système immunitaire. Donc, historiquement, on voit bien qu'à quoi ça peut être utile un système nerveux autonome, un système nerveux sympathique qui nous aide à réagir à l'agression. En cas d'un prédateur, ben, on va avoir besoin que notre cœur batte rapidement pour avoir du sang à nos muscles, pour échapper à ce prédateur. Et effectivement, c'est un système qui fonctionne parce que ce stress aigu permet d'augmenter sa force, d'augmenter sa résistance physique, d'augmenter sa récupération en face d'un prédateur. Néanmoins, dans la vie quotidienne que je pense qu'on a tous, toutes et tous aujourd'hui, on est hyper sollicité par des stress multiples qui ne sont pas le prédateur dans la jungle, mais plutôt voilà, le stress de la vie quotidienne, les embouteillages, les mails, le travail, etc. Le prix de ce stress chronique à long terme, il a été bien évalué. C'est une augmentation des maladies inflammatoires au sens large. Et parmi les maladies inflammatoires, c'est pas l'objet du topo aujourd'hui, mais il y a bien sûr les maladies cardiovasculaires qui sont en fait l'athérosclérose est aussi une maladie inflammatoire. Mais aussi des situations d'augmentation d'inflammation avec le biais des rhumatismes et des maladies auto-immunes, mais aussi d'augmentation paradoxale euh, de l'immunodépression avec une vulnérabilité aux infections virales et une diminution de la survie, une altération de la qualité de vie, mais aussi de la quantité de vie avec un stress aigu, mais un stress chronique important. Alors c'est là que viennent les thérapies, les pratiques psychocorporelles. Les pratiques psychocorporelles qui seront la thématique d'aujourd'hui visent à réconcilier le corps et l'esprit, le corps qui est en lien avec notre environnement, l'esprit qu'on a tendance, dont on a tendance à pas s'occuper assez, avec donc des pratiques qui sont extrêmement hétérogènes, on va y revenir, qui reposent sur le calme, la relaxation, la méditation, mais en même temps, en prenant en charge le corps avec des exercices physiques qui sont très hétérogènes. Ça peut être du mouvement, du renforcement, du massage, etc. Donc l'ensemble de ces pratiques psychocorporelles vont avoir des effets bénéfiques sur le corps, avec des effets bénéfiques sur les muscles, les tendons, avec des effets antalgiques, mais également sur l'esprit, avec une diminution des niveaux de stress et donc des effets aussi potentiellement immunologiques tout à fait intéressants et importants. C'est des thérapies, des pratiques psychocorporelles qui sont
complémentaires, attention, pas alternatives, alternatives, c'est-à-dire à la place de, mais complémentaires, et qui sont totalement reconnus par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le Pilate qui utilise des machines pour mieux ressentir son corps et donc ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la sensation de son corps. La méditation qui est bien connue qui permet une introspection sur son esprit. L'hypnose qui est souvent utilisée avec un thérapeute, mais qui peut être aussi utilisée en auto-hypnose ou avec, par exemple, la réalité virtuelle. Et bien sûr, les massages qui ont aussi un grand nombre d'effets sur les douleurs. Donc, il en existe beaucoup des pratiques psychocorporelles, ce qui est en fait un avantage parce que les patients peuvent choisir les exercices et les pratiques qui leur correspondent le plus. Mais ça, je laisserai Madame Parejo en Voilà. parler un petit peu. Non, non, c'est juste là qu'on fait les switches. Voilà. Je vais passer très très vite pour montrer quel est le niveau preuve dans les maladies auto-immunes, et c'est notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, le yoga. Il y a un certain nombre d'études, ici c'est une méta-analyse, qui montre que ça diminue un petit peu l'activité de la maladie et ça améliore aussi la qualité de vie des patients. Il n'y a pas d'effet majeur sur l'inflammation dans le sang, mais quand même un petit effet dans plusieurs études sur les cytokines de l'inflammation. Donc, c'est quand même tout à fait intéressant en thérapie complémentaire. Pareil pour le tai chi, un effet sur les douleurs et de 1 point sur 10. Hein, donc, ça, c'est quelque chose de significatif, mais aussi sur la qualité de vie des patients. Sur la méditation, ça a été plusieurs études qui montrent que ça améliore l'EVA, donc le ressenti des malades par rapport à leur maladie, la qualité de vie et les symptômes dépressifs, les massages aussi, qui ont un impact positif bien connu depuis des millénaires hein, sur les douleurs par le biais du gait control, mais aussi sur la mobilité articulaire. Et il y a une étude dans l'arthrose qui a montré un bénéfice. Et alors, je voudrais finir avec 2 diapos qui sont particulièrement importantes. Quelle est leur place dans les maladies auto-immunes? Je pense que voilà, si vous êtes ici, c'est que vous y êtes intéressé. C'est des thérapies qui sont particulièrement intéressantes en cas de douleur qui persiste malgré la prise en charge de la maladie. Bien sûr, en cas de stress, de troubles anxieux dépressifs, alors on est tous un petit peu stressés, mais voilà, ça peut être, s'il y a un besoin, ça peut être particulièrement intéressé, mais aussi, et bien sûr, pour rester en forme, parce que garder du tonus musculaire, se renforcer est extrêmement important, et bien sûr, ces thérapies sont totalement logiques dans la mouvance de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que le patient se prend en charge, participe activement à sa prise en charge et le fait de s'investir dans une thérapie, bah, forcément, améliore le bénéfice de cette thérapie. Et alors, probablement la diapo la plus importante, et j'ai vu un certain nombre de questions sur ce sujet, c'est Mm. comment s'orienter, comment trouver un bon praticien et comment euh, voilà, se faire accompagner. Alors, bon, j'aurais pas de réponse toute faite. Il n'existe pas, à ma connaissance, de grand annuaire des praticiens qui sont particulièrement qualifiés, etc. Donc, on trouve effectivement un petit peu de tout, mais en tout cas, il faut savoir, alors se faire conseiller. Je pense que les associations de patients et le bouche à oreille peuvent vraiment avoir un intérêt. Il faut savoir vérifier les références du praticien qui vous adresse qui vous prendra en charge, ses formations, ses diplômes, s'il participe à des réseaux de soins, et un élément de méfiance, hein, c'est des choses de publier, hein, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, qui doit faire évoquer la méfiance par rapport au thérapeute, c'est s'il critique systématiquement la médecine conventionnelle. Encore une fois, il faut pas opposer ces choses-là, c'est des choses qui vont ensemble, qui ne sont pas censées se remplacer l'une et l'autre. En cas d'utilisation de jargon pseudo-scientifique, en cas de surpromesse thérapeutique, l'utilisation de produits maison, notamment lorsqu'ils sont extrêmement onéreux, le conseil de respecter le secret des pratiques utilisées. Vous verrez, Madame Parejo vous montrera bien qu'il n'y a pas de secret, hein, c'est une expertise, bien sûr, mais voilà, il n'y a pas de secret. Et bien sûr, des tarifs et des récurrences de consultation exagérées. Voilà, donc que retenir, c'est
des pratiques vraiment très, très intéressantes, polymorphes. Il y a de quoi, enfin, il y a la pratique psychocorporelle pour chaque patient à qui ça intéresse. Donc, il ne faut pas penser qu'on est limité par il y a un handicap quel qu'il soit. Ça peut convenir à tout le monde. Et il y a vraiment des arguments scientifiques pour montrer l'amélioration sur les douleurs et la qualité de vie. Donc, voilà, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Et donc, je vais vous laisser entre les mains de Madame Parillo pour le côté un petit peu plus pratique. Là, vous les voyez bien? Parfait. Donc, et du coup, voilà. Mais donc, aujourd'hui, donc, je vais vous parler des pratiques psychocorporelles. Donc, le docteur Schellinger, il a déjà fait donc une bonne introduction. Et là, je vais sur les côtés pratiques des choses. Et je vais vous parler un petit peu parce que c'était demandé aussi. Et aujourd'hui, c'est essentiel de parler de la preuve scientifique. Et donc, et tous les bienfaits que, dès que je parlerai dans les topos, ils seront donc accompagnés d'une bibliographie et par la suite, comme vous avez tous les programmes enregistrés, vous pourrez y aller chercher si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, etc. Et j'ai choisi de vous parler seulement des trois parce que déjà, ça va être quand même dense comme programme. Et les trois techniques psychocorporelles que j'ai choisies, ce sont les tai chi, l'hypnose et les yoga thérapeutiques. Les yoga thérapeutiques parce que, comme Madame Perriot elle parlait au début des séances, et je suis professeur et formateur en yoga thérapeutique en plus de ma sœur kinésithérapeute. Et je mène actuellement un projet de recherche national sous les effets du yoga thérapeutique sur la spondylarthrite ankylosante comparée à la kinésithérapie conventionnelle et avec une étude multicentrique contrôlée, randomisée, donc grosse preuve scientifique. Et donc, du coup, ben, ça sera ces trois thématiques. Et la première chose que j'ai à vous dire, donc, comme il avait dit le docteur Salinger, donc, les yoga, les tai chi, l'hypnose et n'importe quelle autre donc, pratique psychocorporelle sont des outils donc, complémentaires aux traitements médicaux et qui permettent une prise en charge globale et centrée sur les besoins des patients. On va parler des objets et des objectifs spécifiques qui ont cette pratique psychocorporelle. Donc, les objectifs spécifiques, ils vont être la gestion de la douleur. Et la gestion de la douleur, ça va être de telle manière que les patients, il va apprendre à vivre avec la douleur, mais il va la percevoir autrement. Il va voir aussi, dans certaines pratiques, une réduction de l'inflammation. Et donc, certains marqueurs inflammatoires, ils peuvent être donc, influencés pour la pratique. Et c'est pour ça que j'ai répondu à la question d'avant. On verra tout à l'heure. Donc, vous ne ferez peut-être pas toute votre vie la kinésithérapie. Vous pourrez peut-être faire une pratique psychocorporelle qui est adaptée et qui pourra peut-être vous aider. Et il a comme objectif aussi l'amélioration de la mobilité et donc il va préserver ou restaurer donc les fonctions articulaires tout en respectant les limites physiques. Il a le dernier objectif, bien sûr, que c'est avoir un bien-être psychologique et réduire l'impact émotionnel de la maladie chronique et améliorer donc la qualité de vie. Commençons par parler du tai chi. Le tai chi est un art martial doux qui combine des mouvements lents, une respiration contrôlée et l'effet de réaliser ce mouvement lent avec cette respiration, il nous amène dans un état méditatif. Quels sont les bienfaits des tai chi? Eh bien, les bienfaits des tai chi, on va voir différentes. On va voir trois types. L'amélioration de la fonction articulaire, et ça va se faire dans l'effet de la réalisation de ce mouvement. Il va nous amener donc à une mobilisation articulaire qui va faire donc gagner en amplitude de mouvement petit à petit sans rien forcer, tout doux. Les renforcements musculaires. Quand on travaille avec les tai chi, on va travailler un concept qu'on appelle en tai chi des plans et des vides. Ça veut dire que normalement, on est posé sur nos deux pieds et notre poids, il est partagé entre les deux. Mais par contre, quand on travaille dans les tai chi, il y a une partie du corps qui est la pleine, donc toute une jambe qui nous porte, et l'autre, elle est posée par terre, mais il n'y a pas de poids. Parce que comme c'est un art martial, on doit être prêt à pouvoir donc en tout moment donc donner un coup et de ces faits, donc, pouvoir donc, être complètement supporté sur la jambe d'appui.
L'effet de travailler sur cette jambe d'appui, il va renforcer les muscles de la posture et les muscles qui sont des soutiens. Et ça va nous permettre aussi d'améliorer la proprioception et nous amène donc au troisième bienfait physique, que c'est l'amélioration de l'équilibre et de la proprioception. Ensuite, on va passer aux effets de la douleur et de l'inflammation. Donc, on va voir une réduction de la douleur. Et grâce à la réduction de la douleur, c'est fait par un mécanisme de l'activation des voies inhibitrices descendantes qui vont envoyer un signal en disant il faut inhiber la douleur, donc avec cette pratique. Il y aura aussi une diminution des marqueurs inflammatoires et là, c'est ce que j'étais en train de parler tout à l'heure. Donc, il y en a des études qui prouvent que les tai chi, donc, ils génèrent une baisse des cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 6 et la TNF-alpha et contribuent à une réduction de l'inflammation systémique. Voilà. Ensuite, attendez, donc on va sur les effets psychologiques et la qualité de vie. Dans les effets psychologiques et la qualité de vie, on va trouver la gestion des stress et de l'anxiété. Donc, comme on s'est dit en début de la présentation, ces mouvements qu'on va faire et qui vont bouger nos articulations, ils vont aussi être donc combinés avec une respiration lente. Donc, cet fait de travailler la respiration lente avec les mouvements nous amène dans cette espèce d'état méditatif et donc et du coup, il va donc activer le système nerveux parasympathique et donc c'est ce qu'expliquait le docteur Schellinger. Quand on active le système parasympathique, il va donc générer un calme global dans le corps. Et de ce fait, il va diminuer donc le stress et l'anxiété. La pratique des tai chi, elle amène aussi une amélioration de la qualité de vie, améliorant en qualité de vie par un bien-être général. Et il va donner un petit peu plus d'énergie et il va également donc améliorer le sommeil. Il y a aussi un autre effet qui s'ajoute, que c'est l'effet des sentiments du contrôle du corps, que parfois il est perdu quand on a des maladies chroniques et que progressivement avec la pratique de cette pratique psychocorporelle, donc elle vient restaurer. Voilà. Adaptabilité. Donc, on peut penser que les tai chi, comme c'est un art martial, et donc on va les pratiquer seulement si on a toutes les capacités possibles. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, on peut pratiquer les tai chi, même si on est dans un fauteuil roulant, parce que les tai chi, les mouvements des tai chi, on peut les pratiquer autant assis que debout. Ensuite, on va parler de l'intégration dans la prise en charge dans les soins. Et donc, le tai chi, elle est complémentaire avec les soins médicaux. Et c'est une thérapie non médicamenteuse qui peut gérer les symptômes et améliorer la fonction. Et elle encourage donc l'activité physique. Et contrairement à des autres exercices, comme vous pouvez dire, à la kinésithérapie par exemple, qu'on répète toujours pareil et que les patients qui sont chroniques, il a l'habitude de faire et qu'il connaît parfaitement, eh bien, les exercices de tai chi, ils sont souvent mieux acceptés pour son douceur et pour son aspect donc méditatif, tout en ayant quand même une partie de rééducation. Il rentre aussi dans les cadres très actuels de l'éducation thérapeutique, en apprenant à adopter des habitudes favorables pour la santé et apprenant à gérer les symptômes de façon proactive. Et je vais donc parler de la recommandation. Donc, la recommandation dans les cas idéal serait de trouver donc un formateur de Tai Chi qui est donc une personne médicale ou paramédicale qui peut connaître donc la maladie et qui pourrait adapter donc de manière optimale donc cette pratique de Tai Chi aux besoins et à l'handicap de la personne. Et les recommandations des tai chi. Donc, comment savoir si cette pratique elle est faite pour moi? Eh bien, les profils des patients, j'ai mis là, donc, c'est intéressant pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles et qui sont des sujets risques de chute. Et ils sont des patients qui vont chercher une activité douce avec un mouvement relaxant et comme objectif
donc réduire les risques de chute et améliorer la mobilité et la force musculaire. Une gestion de stress et une amélioration des sommeils et de l'énergie. Et ensuite, il y aura aussi une diminution de la douleur et des marqueurs inflammatoires. Désolée, je vais être très rapide, mais je vois que l'heure défile et je voudrais quand même vous introduire un petit peu les trois thérapies. L'hypnose. Je parle de l'hypnose qui est une technique basée sur l'induction d'un état modifié de conscience et qu'il faut complètement distinguer de ce qu'on voit donc dans le monde de spectacle comme Mesmer, dans lesquels on croit que la personne il perd son contrôle. Ce n'est pas du tout ça. Donc quand on fait de l'hypnose, le patient il est toujours conscient, simplement qu'il est dans un état de transe. Et de ce fait, on va pouvoir travailler différentes choses. Donc, dans ma formation, donc, j'ai fait l'hypnose ericksonienne. Donc, quand on fait un entretien avec un patient, on essaye de savoir des choses qui lui font plaisir, de telle manière que quand on va donc les mettre dans un état de transe, on va lui parler de ces choses et on va explorer ce qu'on appelle les bagogues. Ça veut dire, on explore les différentes sens. On va parler, par exemple, d'un gâteau qui nous rappelle un odorat, qui nous fait sentir bien. On va se rappeler d'une vacances où on était dans un endroit magnifique et on a vécu des moments très heureux. Ou par exemple, une chanson qui nous donne donc des bons moments. Donc, on va apprendre ce qui fait que les patients ils puissent ressentir des choses bien. Et donc, du coup, après, on va créer ce qu'on appelle un ancrage. Et un ancrage, c'est comme je viens de dire tout à l'heure. Donc, par exemple, si vous écoutez une chanson et vous l'associez donc à un endroit, à chaque fois que vous allez écouter cette chanson, vous allez l'associer avec cet endroit automatiquement. Et bien, par exemple, quand on est dans cet état de transe, on est en train de procurer une sensation dans laquelle les patients, il va peut-être pouvoir gérer sa douleur. Donc, on va les dire, par exemple, mettez vos pouces ensemble, vos pouces et vos index ensemble ou touchez la poitrine. Les patients, il va choisir. Et quand il est dans un moment où il a besoin de retrouver ces moments de bien-être, eh bien, il va les faire et ça va s'activer automatiquement de la même manière qu'on écoute la chanson et on la met dans les lieux où on l'avait écoutée. Je continue. Les bienfaits donc des tai chi, ou des tai chi, de l'hypnose, excusez-moi. Donc, les bienfaits de l'hypnose, ils vont commencer pour la gestion de la douleur. Et donc, on va trouver sur la gestion de la douleur deux choses importantissimes, la modulation de la douleur et l'effet analgésique. Pour la modulation de la douleur, l'hypnose, elle permet donc de moduler cette perception de la douleur en influençant les voies neuronales, notamment pour l'activation à nouveau des voies inhibitrices descendantes et modifiant donc la réponse cérébrale de la douleur. Il va avoir donc également un effet analgésique. Et donc, cet effet analgésique, aujourd'hui, il y a des études qui prouvent donc, que l'intensité de la douleur, elle peut diminuer de 30 à 50%, et non seulement qu'elle peut diminuer à 30 et 50%, sinon avec des effets durables et même sur plusieurs semaines. Et ils disent aussi que l'efficacité pourrait être comparable à celle des analgésiques pardon, non opioïdes et sans effet secondaire. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Donc, et maintenant, on va parler des effets sur l'inflammation et sur la réponse immunitaire. Donc, la réduction de l'inflammation, c'est fait par des mécanismes qui, pour le moment, il reste à approfondir. Mais en tout cas, ce qu'il constate, c'est qu'il y a quand même une modulation de l'activité inflammatoire et notamment, donc, comme on en a parlé antérieurement, de cette cytokine et inflammatoire et de l'interleukine 6. L'hypnose aide donc à atténuer donc, cette poussée pro-inflammatoire et aiguë qu'on a dans beaucoup des maladies chroniques rhumatismales. On va voir aussi un effet neuroimmunologique. Et donc, cet effet neuroimmunologique réduit les stress perçus, qui est un facteur donc, déclencheur de l'inflammation. Et donc, on est comme les poissons qui meurent sa queue et qui fait un petit cercle. Et donc, le stress va à l'inflammation va au stress, et donc on ne sort pas. Donc,
l'hypnose, elle peut aider donc à couper ce petit cercle vicieux et améliorer donc l'état immunitaire des patients. Ensuite, l'hypnose, elle aura aussi un impact sur la psychologie et la qualité de vie, donc en réduisant le stress et l'anxiété. Et comme je dis tout en début, donc l'hypnose, elle aide à modifier la perception des situations anxiogènes. Et donc, ça aide aux patients à mieux gérer l'angoisse qui est liée à la douleur et aux limitations fonctionnelles et donc à l'incertitude de cette évolution de la maladie chronique. L'état hypnotique, donc, elle va mener dans une relaxation très profonde et à nouveau, on se retrouve avec les liens avec le système nerveux parasympathique. Donc, cette activation des systèmes parasympathiques, donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il diminue les cortisol, que c'est l'hormone de l'estress, pour venir donc, nous apaiser. Par rapport à lien avec la dépression, donc l'hypnose peut agir sur la dépression en changeant les schémas des pensées négatifs. Et on sait qu'elle concerne les sommeils. Donc, grâce à la réduction des douleurs nocturnes, eh bien, la hypnose, elle va favoriser donc un sommeil plus réparateur. Donc, comme on en a dit, l'hypnose est adaptée à tous les états de la maladie, y compris pour des patients qui souffrent des douleurs sévères et des fatigues importantes. Et comme il a dit le docteur Schellinger, donc il peut être pratiqué en individuel, en groupe ou en cabinet, même en auto-hypnose. Euh, Intégration dans la prise en charge. On peut l'utiliser comme complémentarité aux traitements médicaux parce que la pratique de l'hypnose, elle peut nous amener à une réduction des antalgiques. En éducation thérapeutique, donc, on peut utiliser donc, l'auto-hypnose et donc les patients ils vont être beaucoup plus autonomes et ils vont pouvoir gérer eux-mêmes leurs symptômes. Et ensuite, il va aussi être utilisé pour faciliter les procédures médicales. Et aujourd'hui, on l'utilise pour préparer aux infiltrations, pour des personnes qui ont des bilans douloureux à passer ou bien des interventions chirurgicales parce que ça réduit l'anxiété et la perception de la douleur. À nouveau, la même chose. Donc, un praticien qui est formé à l'hypnose médicale, donc, garantit en pratique et sécurité et adaptée. Surtout qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de liens avec toute la partie psychologique. Donc, un psychologue qui est formé donc, à l'hypnose, c'est vraiment un plus, plus, plus. Et ensuite, on va passer à qui on recommande l'hypnose. Donc, les profils des patients à qui on va recommander donc, l'hypnose, c'est surtout des patients qui ont des douleurs révèles et que ces douleurs, ils vont amener donc, jusqu'à une altération de la qualité de vie. Et les objectifs donc, vont être diminuer donc, l'intensité de la douleur, réduire la dépression, le stress et l'anxiété associée donc, à la chronicité de la maladie et la réduction de l'inflammation qui est vraiment très recherchée dans les pathologies des rhumatismes. On va maintenant parler de la yoga thérapie. Je vais vraiment très, très rapide, mais je regarde l'heure. Il y en est déjà à presque -10. Donc, du coup, j'ai fait mon mieux. J'espère que les messages ils passent. Et donc, la yoga thérapie, donc, c'est une yoga. Bon, comme c'est mon discipline, je vais dire un petit peu plus. Et donc, la yoga thérapie, d'abord, savoir que les yogas, il y a plusieurs différents types de yoga. Les yogas thérapeutiques, c'est celui-là qu'on utilise en rééducation parce que c'est un yoga qui est inspiré donc, qui utilise pardon, des supports et qui vont être utilisés pour que les patients ils puissent se supporter sur ces supports et que ce soit la posture qui s'adapte aux patients et non les patients qui s'adaptent à la posture. Je vous mettrai après des photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. En tout cas, savoir que cette méthode, elle vient des Hatha Yoga, que c'est les yogas traditionnels, et Monsieur Iyengar, y adapter cette yoga traditionnelle
parce que lui-même, quand il était en train de se former, il était malade et donc il n'arrivait pas à réaliser toutes les postures et pour être à niveau, donc il a créé tous ces outils pour pouvoir donc réaliser toutes les postures de yoga. Et donc, quand on parle de yoga, on parle bien d'une séquence où il y en a trois éléments fondamentaux qui sont la respiration, la posture et la méditation. Toutes les séances où vous ne ferez pas ces trois choses, ce n'est pas du yoga, c'est de la gymnastique inspirée des, des postures de yoga. Et donc, pour que ça soit en technique psychocorporelle, il faut que ça soit le corps et l'esprit. S'il n'y a pas le souffle, il n'y a pas la méditation, il n'y en a pas le yoga. D'accord? Donc, je passe à la suivante et on va commencer donc à parler des bienfaits du yoga. Et donc, on commence par les bienfaits physiques. Et les bienfaits physiques, on commence par l'amélioration de la souplesse et de la fonction articulaire. Donc, on va faire des mouvements dans tous les plans de l'espace et on va faire des mobilisations un petit peu qui vont aller un peu plus aux limites, tout sans dépasser les limites des patients. Et ça va faire qu'on va donc gagner beaucoup plus en mobilité articulaire que peut-être dans des autres disciplines. Et en plus, on va mobiliser beaucoup les liquides synoviales qu'il y a à l'intérieur de l'articulation. Ça va vraiment bien nourrir l'articulation. C'est pour ça que les personnes qui sont en début d'arthrose, on recommande de faire du yoga parce que ça peut prévenir. Il y a des études dans ce sens-là. Il y aura aussi également donc, les renforcements musculaires parce que de la même manière que le tai chi, il va travailler les muscles profonds, que c'était les muscles, comme on en a dit, des supports. Donc, et c'est les muscles qui vont donc, travailler la posture et l'équilibre. Et donc, il va permettre et donc renforcer tout en réduisant les déséquilibres musculaires. Il y aura également une réduction de la fatigue parce qu'avec le yoga, on arrive à faire une stimulation sanguine en améliorant l'oxygénation parce qu'il y en a des postures qui sont inversées. On va parler des effets sous la douleur et l'inflammation. Donc, il y a également une diminution de la réduction de la douleur grâce donc, à la respiration lente. Il y a à nouveau cet aspect des stimulations sur le système parasympathique, la modulation de l'inflammation à nouveau sur les marqueurs inflammatoires de l'interleukine et la protéine C réactive. Donc, à nouveau, donc, diminuons donc, cette inflammation des pathologies rhumatismales. Sous les effets psychologiques, ils ont un impact sur le stress, donc en travaillant les pranayama, donc et la respiration, l'amélioration de la dépression et l'anxiété par les pratiques de la méditation de pleine conscience et le renforcement de la résilience. Je vais vraiment au plus vite, sentiment accru de reprendre donc son corps et donc, et du coup, on passe à les effets sous les sommeils. Donc, et cette relaxation profonde facilite l'endormissement et évite les réveils nocturnes liés à la douleur. Et donc, et du coup, je vous montre un petit peu maintenant attendez, les petits supports qu'on va utiliser en yoga thérapeutique pour adapter les postures. Ça, c'est des images sur moi-même et des patients à moi qui sont donc posturés pour pas faire des efforts et travailler donc la souplesse. Au même temps, on travaille des renforcements dans des postures d'équilibre, mais on n'oblige jamais à aller au-delà. Tout patient, n'importe quel handicap il aura, il pourra réaliser toutes les postures. Et donc, comme on intègre tout ça dans les soins, eh bien, on va l'intégrer donc en complémentarité donc avec les soins médicaux, avec avec une gestion donc physique et émotionnelle. Donc, on va éviter, donc on va essayer d'avoir moins de recours aux anti-inflammatoires qui vont avoir peut-être un petit peu plus de risques d'effets secondaires. Et donc, si on peut s'en passer, pas peut-être complètement, mais on peut réduire la quantité, c'est vraiment très bien. Nous, on est en train d'étudier ça dans notre étude actuelle. Et donc, on va faire aussi un support à l'éducation thérapeutique en enseignant des postures, donc des respirations et des manières de méditer pour qu'ils gèrent et les physiques et les mentales.
Et ensuite, donc, est très important pour les yoga thérapeutiques comme pour les autres d'être encadré par un kinésithérapeute ou un autre professionnel paramédical qui connaissent bien la physiopathologie, l'anatomie, la biomécanique pour pas mettre à risque les personnes, mais vraiment optimiser donc cette pratique qui peut apporter donc beaucoup de bénéfices. À qui on recommande cette yoga? Donc, aux personnes qui ont des douleurs, des raideurs, des stress, besoin de gestion émotionnelle et des patients qui sont sceptiques ou peu disponibles parce que quand ils vont essayer, ils vont comprendre que ça fait un effet fou et ils vont accrocher et après, c'est adhérer. Objectif, donc améliorer la souplesse et la musculature, réduire la dépression, l'anxiété, le stress, améliorer la qualité des sommeils, la fatigue, diminuer les marqueurs inflammatoires et donc adhésion à quelque chose qui vous plaît tout en faisant une rééducation complète. Conclusion, cette pratique psychocorporelle ont des bienfaits très importants et donc il faut simplement l'adapter aux patients et donc essayer de trouver quelqu'un qui vous initie donc pour obtenir donc tous les bénéfices psychologiques, physiques et psychiques. Et avec ça, j'ai fini. Voilà, je vais vous mettre une petite bibliographie et j'ai fait le plus vite possible. Merci, merci beaucoup. Voilà. Il y avait effectivement pas mal de techniques à présenter, alors même si je pense que le but, c'était pas de présenter toutes les médecines complémentaires, parce qu'il y en a beaucoup, et d'ailleurs, on a quelques questions voilà, sur la fasciathérapie notamment. Je ne sais pas si sur cette thérapie en particulier, vous auriez peut-être des informations euh, Alors, sous la fasciathérapie, c'est-à-dire c'est une formation complémentaire que font les kinésithérapeutes, qui n'est pas du tout dans la formation initiale. Et donc, personnellement, je ne suis pas donc formée, mais je connais un tout petit peu. Donc, et du coup, il y a des mobilisations à travers des diaphragmes, de la respiration, de certaines postures. Et donc, et du coup, les yogas, ils travaillent un petit peu ce travail des fascias, tout sans être la formation officielle des fascias que font les kinésithérapeutes. Et donc, et du coup, c'est vraiment très recommandable parce que c'est vraiment très doux. Et donc, elle va donc libérer donc toute cette mobilité à travers des postures simples des libérations donc et des tensions musculaires. Et ce travail donc est sur la respiration et libération du diaphragme. Je ne sais pas ok. si ça répond ou pas. On a une question également en fait pour des patients épileptiques. Voilà, est-ce qu'il y a je sais pas, docteur Scherlinger, je vous vois hocher de la tête, hein. Est-ce qu'il y a des pratiques ou des voilà qui seraient recommandées dans un contexte pathologique auto-immun? Pense qu'il y a pas de contre-indication, d'autant plus si la maladie est relativement bien contrôlée, hein. Effectivement, s'il y a des crises, il y a des crises répétées, il faut éviter le risque de chute. Et alors, à ce moment-là, on prendra plutôt des techniques où on est proche du sol, type méditation. Mais si la maladie épileptique est bien contrôlée, je pense que l'ensemble des pratiques psychocorporelles peut être proposé, hein, selon les souhaits du Mm, patient. pardon. Alors, on a une question qui revient là sur aussi la prise en charge, hein, le coût et la prise en charge en fait de ces approches complémentaires. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un mot peut-être. Alors, les coûts et les prises en charge, mais c'est très varié en fait, parce qu'aujourd'hui, il y en a certaines pratiques psychocorporelles qui sont déjà donc inclus dans certains hôpitaux et dans certaines associations qui sont proposées aux patients. Donc, et du coup, ben, c'est très abordable. Après, il y en a des autres qui sont donc par des professionnels qui les proposent dans leur cabinet, et malheureusement, c'est pas remboursé. Donc, et du coup, il faut vraiment chercher parce qu'il y en a pour tous les budgets en fait. Alors moi, je peux peut-être apporter un bout de réponse là-dessus. Il y a effectivement des mutuelles, par exemple, qui vont prendre en charge Aussi. l'hypnose médicale, notamment. L'hypnose médicale est aussi utilisée en centre de traitement de la douleur dans les hôpitaux. Et donc, dans ce cas-là, bah, c'est effectivement pris en charge dans le cadre d'un traitement. Et ça peut permettre d'arriver à un certain niveau d'auto-hypnose pour ensuite mieux gérer ces douleurs.
Mais il y en a de plus en plus des associations qui nous contactent vraiment pour intégrer leur association et faire quelques pratiques par année, donc dans le but de l'éducation thérapeutique et pour que les patients ils puissent s'approprier des techniques et qu'ils puissent donc partir avec. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très en vogue et qu'il faut s'approcher des associations des patients pour savoir parce qu'ils proposent pas mal d'ateliers dans ce sens-là. Alors la question aussi assez récurrente, c'est comment savoir en fait vers qui se tourner. Est-ce qu'il existe voilà, des annuaires? Est-ce qu'il existe peut-être de thérapeutes qui ont été quelque part validés ou certifiés? Vous nous avez donné des conseils durant votre présentation, docteur Scherlinger. J'ai envie de dire que déjà, il faut utiliser le bon sens, effectivement, et c'était les conseils en ce sens. Oui, tout à fait. Malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas d'annuaire. Il faut, je pense, ce que vous dites, hein, le bon sens, probablement le bouche à oreille et les associations de patients, voilà, euh, voilà, vérifier quand même les références, les diplômes qui ont été réalisés par le C'est ça. praticien. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires supplémentaires, Madame Parillo. Non, c'est exactement la même chose. Et déjà, quand vous aviez présenté la première diapo, je croyais que vous aviez répondu parce que malheureusement, il n'y en a pas plus. Et la seule chose, c'est ça, c'est qu'il y en a aujourd'hui des DU, des masters qui se font donc, sur les pratiques psychocorporelles. Donc, s'informer de qu'est-ce qu'il y a comme formation, les thérapeutes à qui on s'adresse. Et plus que ça, pour le moment, on ne peut pas faire. Alors, généralement, quand c'est des DU qui sont proposés dans le cadre voilà, par exemple, il y a un DU en hypnose médicale qui est Mhm. proposé à la Pitié-Salpêtrière par la FEM, et là, il y a un annuaire, en fait, voilà, de praticiens qui sont passés par cette formation, qui est une formation ouverte aux soignants. Donc ça peut être une bonne façon voilà, de trouver. Par contre, en yoga thérapie ou etc., je ne sais pas aujourd'hui ce qui existe. Pour le moment, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il existe donc pour les yoga thérapeutes, mais ce n'est pas forcément des professionnels de la santé qui sont formés, ce sont des professeurs de yoga, c'est la Yoga Alliance. Et donc, les personnes qui font des formations officielles, ils peuvent donc payer de l'argent pour rester visibles et donc dire, voilà, moi j'ai fait un diplôme officiel et je suis là. Mais par contre, ce n'est pas sûr que vous allez tomber sur un praticien de la santé qui est formé donc au yoga thérapeutique. Et ça, pour le moment, n'existe pas. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Il est 19h01, on va s'arrêter là. Je vous remercie sincèrement, docteur Charlinger et Madame Pariro, pour vos présentations. Merci aussi à tous de vous être connectés, pour vos questions. On a essayé de faire au mieux pour essayer de répondre à, en tout cas, certaines des questions un peu génériques, on va dire. Et puis évidemment, c'est en replay, donc si vous voulez réécouter une partie du webinaire ou si vous vous êtes connecté un petit peu en retard, vous pourrez retrouver le webinaire en replay sur le site de la FAI 2R. Merci. Merci pour votre invitation. Merci Merci beaucoup. à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne Au soirée, au revoir. revoir. Au revoir.